Je suis une paillette et j'ai cru qu'il fallait m'effacer pour être aimée. Salut les paillettes. Bonjour les paillettes. Bonjour. Tellement mignonne cette nouvelle paillette. Grave. Incroyable. Un petit soleil. Ah ouais. Donc je suis une paillette, vous connaissez le principe, hein, Ginger. Oui, Mélanie. Bonjour. On reçoit une paillette qui a une histoire à nous raconter, une histoire de dingue encore aujourd'hui. Ouais. Alors, je savais qu'on lui a mis une petite pression. Bah oui, tu vas voir, ça va bien se passer, ne Mais t'inquiète oui. pas, ça va aller vite. Et puis, tu sais qu'on commence toujours par quelques petites questions, notamment à ASV. Ouais, Donc, bien sûr. On va vite savoir que tu es une jeune paillette. Mais t'as la ref ASV ou... Ouais. Oui. Ok. Ouais. Alors, vas-y. Donc, moi, je m'appelle Anne-Lise, j'ai 25 ans, je vis à Brest et actuellement, je travaille en restauration. Donc, je fais un peu en cuisine et un peu en service, donc dans un food court. Ah, c'est cool ça. Ouais. Ouais. Une paillette c'est- de c'est 25 ans. génial. Ouais, aussi. Ça, c'est une première pour nous. Hein. Une jeune paillette. Une Ouais. toute jeune paillette. Merci d'être là, Anne-Lise. Merci beaucoup. Ah bah, c'est un plaisir, vraiment. C'est top. Quel sourire, c'est Ouais. génial. J'adore cette émission, vraiment. Hein, c'est fou. Ça fait trop plaisir de vous voir en vrai. Et on a un petit questionnaire aussi pour continuer de te mettre à l'aise avant que Ouais. tu en viennes à nous raconter ton histoire. Est-ce que tu peux nous donner un mot pour définir ton humeur en général ? En ce moment, je sais pas si c'est vraiment la description d'une humeur, mais c'est aventurière, je dirais. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai rempli le questionnaire, c'est au jour le jour, quoi. En ce moment, j'ai envie de... Tu oses. Ouais, j'ai envie de faire ce dont j'ai toujours voulu faire, témoigner, faire de la radio aussi, ça fait longtemps que j'avais envie Ouais. d'essayer. Ouais. Et en ce moment, je suis vraiment dans ce mood-là de me laisser porter et de voir ce qui se passe. C'est pour ça que pour l'instant, je suis en restauration parce que j'ai pas pensé à l'après. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? J'ai envie de me sentir utile, de bouger, d'être avec une équipe sympa. Donc, Un peu en yes girl. non, ouais, c'est ça, c'est ça. Tiens, tu veux faire ça ? Ouais, vas-y. Ouais, c'est ça. Et mes parents sont à 100% derrière moi, quoi que je leur dise. Donc, Ah, ça, Ils c'est te chouette. soutiennent, c'est ouais, top. donc Ouais. c'est vraiment Anne-Lise, aventurière, top. qui Ouais, est c'est avec ça. nous, génial. Un défaut chez toi que tu détestes, Anne-Lise? Je déteste quand les choses vont pas assez vite. Je suis vraiment très Ah, impatiente. vous allez très bien vous entendre Une avec Mélanie. C'est- Quand j'ai une amie qui me propose quelque chose, je la relance beaucoup trop de fois en fait avant qu'on fixe quelque chose. Donc ça fait un peu. Je comprends tellement. Est-ce qu'il y a une addiction chez toi que tu assumes totalement ? Bah, maintenant la bouffe de manière générale, mais c'est une bonne addiction, je trouve. J'ai une obsession pour tous les trucs à la cacahuète. Ah, Ah ok. ouais Il y en a pas tant? Si. T'as quoi? T'as le beurre de Le cacahuète? beurre de cacahuète, tous les Tous les- pâtisseries autour de ouais. la cacahuète. Tous les plats que tu peux faire avec des sauces à la cacahuète. Ouais, c'est Ok. ça, c'est ça. Bah alors C'est- justement, Ah un oui. plat qui te C'est- sauve quand t'es en mode flemme, c'est un plat à la cacahuète ou pas? Non, j'avoue que moi, je triche un peu parce que souvent, je prends les restes des plats de ma maman quand je suis à la bourre le matin. Je vois qu'il y a un petit reste. Elle fait très bien le poulet basquaise et le phare maison. Ok. Donc, trop quand j'ai bien. pas le temps, hop, je On lui... pique à maman. Oh, ouais, j'avoue. Non, mais sinon, j'adore cuisiner. Donc, souvent, même quand j'ai la flemme, c'est un truc un petit peu... Alors, tu cuisines quoi ? Ça. Vas-y, fais-nous saliver. J'aime bien tout ce qui est relevé. Vraiment, tous les couscous, tout ce qui est au curry. Je suis Ah, les fan. épices, Plein quoi. d'épices. Ouais, les Ouais. épices, Trop bien. le goût. Ouais. Ouais. Franchement, c'est des pizzas maison aussi, tout simplement. C'est bien ça, Ah ouais. on aime bien. Hein. Ouais, franchement, Carrément. recette familiale, simplement. Ouais. rien de- Est-ce qu'il y a un souvenir qui te fait du bien quand tu y penses ? Celui où tu vas aller te réfugier dans ça. Ok, ça c'est cool. Ouais, là, j'y ai réfléchi à celui-là et c'est vraiment la journée parfaite de mon enfance. C'était le foot avec mes frères jusqu'à la tombée de la nuit dans le jardin. On rentrait, on était plein de boue. Papa, il râlait parce qu'on on salissait tout le carrelage. Et puis après, je regardais jouer mes grands frères aux jeux vidéo. Et je voyais Ouais. leur dos et c'était hyper réconfortant en fait. Ouais. Voilà. Et pouvoir toucher la manette 2 minutes, râler la pour qu'ils me prêtes. laissent la manette. T'as combien de frères ? J'ai 3 frères, 3 grands ouais. frères. Ouais. Ok, vous êtes une famille de 4 enfants. Ouais, quoi. ouais, D'accord. ouais. Ils ont quel âge tes frangins par rapport à toi ? Alors le plus âgé, il a 35 ans, il a 10 ans de plus que moi. Ouais. Il y en a un qui a 32 et le dernier il a 28
28, 27. J'ai un D'accord, doute. donc ça- J'ai un doute Ouais, ça là-dessus, sent- hein. Vous êtes quand même assez Ça rapprochés. sent la famille. On en fait un 4e pour tenter la fille. Ouais. Et on l'a eu. Ouais, La victoire. clairement. Incroyable. Le petit truc qui peut te mettre en colère directement. Les gens qui ont trop la flemme tout le temps, mais vraiment qui le disent, peu importe ce qu'ils font, j'ai la flemme, Flemme, pas ouais. envie. Mais pas pour les bonnes raisons, quoi. C'est au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut vite m'agacer. J'ai envie de les pousser un petit peu. Vu ton impatience, il y a quelque ouais, chose de ouais. cohérent Ouais. là-dedans. Quand je travaille avec quelqu'un qui fait le minimum et qui a pas envie de Les mous, quoi, d'aider, finalement. ouais, Les c'est gens ça, mous, ouais. juste minimum, quoi. Ouais. Voilà, je trouve ça dommage de tout En le temps plus, être avec- blasé de tout, ouais. quoi. Ouais. Avec ton côté aventurier, forcément. C'est clair, T'as ça envie de marche dire, pas. la vie Ouais, est belle, c'est hein. ça. Allons-y. C'est hein. un peu ça. Ouais, c'est- Ouais, je suis dans ce mood-là, ouais. Annelise, ça paraît compliqué, ça paraît difficile, comme ça on peut pas deviner la raison pour laquelle Non. tu viens nous parler, mais tu as une vraie raison. Tu as Ouais. traversé des choses étant plus jeune qui touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Ouais, malheureusement, c'est un fléau qui dure, mais depuis la nuit, en fait, la nuit des temps, il y en a toujours eu des gens qui se trouvent. Alors moi, mon sujet, c'est les troubles alimentaires, Ouais. plus particulièrement l'anorexie et quelques phases d'hyperphagie. Donc j'expliquerai après ce que c'est. Ça a commencé au collège et ça s'est étendu au moins 7 ans de ma vie, quoi. C'est pas si ancien que ça que je m'en sois sortie. Bah oui. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a changé complètement. Il y a eu la Annelise d'avant, être malade, et l'Annelise d'après, quoi. Vraiment, ça a bouleversé ma vie sur énormément de plans. Normal. Et du coup, tu nous dis que c'était au collège. Il y a quelque chose qui s'est passé au collège qui a déclenché ça? Ouais, en fait, j'ai fait énormément de travail avec des psys pour comprendre. Et il s'avère que quand je suis rentrée au collège, mes frères ont commencé à partir de la maison. Mhm. Et quand on est habitué à être entouré en permanence, la maison vide, les parents qui, même s'ils essayent de le cacher, ça se voit qu'ils souffrent aussi. Le fait j'étais une petite fille assez gourmande. Bon, j'ai jamais été en gros surpoids, mais c'est sûr que je traînais avec des filles qui faisaient de la GRS ou de la danse classique. Donc, D'accord. Il y avait une différence. Toi, tu voyais une différence. ouais, voilà. Physique. J'étais petite par rapport à elle et j'ai commencé à prendre conscience du regard des gens, en fait. Je me suis vite réfugiée dans les mangas. Je me suis vite réfugiée dans des mondes imaginaires, en fait, parce que j'avais du mal à me faire des amis au collège. J'allais de groupe en groupe à la récré, mais j'étais tout le temps... je savais pas où aller, quoi. Ouais. C'était... Tu savais pas ouais, c'est ça, à ce moment au collège où tu sais pas trop à qui t'appartient. C'est ça. Je voyais les tu te populaires, je cherches. disais, tiens, j'ai essayé d'être amie avec ces filles-là parce qu'elles ont l'air trop cool et ça marchait pas. Et c'est vrai que je me suis retrouvée beaucoup toute seule. Il y a les réseaux sociaux qui sont apparus, notamment Snapchat à cette époque-là. Et en fait, ça a été un enfer pour moi parce que je voyais les stories des filles qui faisaient des soirées. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais jamais invitée, en fait. Et ça fait extrêmement mal parce que... Mais à cette époque-là, tu te disais que c'était pour ton physique ou parce que comme tu t'intégrais pas trop, que c'était pas tes potes? Ouais, parce que j'avais un décalage, alors peut-être de maturité aussi, parce que c'est vrai que j'étais beaucoup avec mes frères Qui étaient plus grands? jusqu'au collège. Que j'ai pas eu ce truc de me dire faut que je me fasse des amis pour prendre mon indépendance, et ça a été le choc en fait quand ils sont partis. Je me suis dit ah mince, en fait je sais pas me débrouiller toute seule. Et puis ça plus malheureusement des surnoms qu'on m'a donnés, alors genre la petite grosse, ah oui, ouais. ça je vais pas détailler pour pas accuser personne, mais ça pouvait venir de la famille aussi, en mode rigolade, en mode pour me charrier. Mais sauf qu'à cette époque-là, je l'ai pris en pleine poire, en fait. Les remarques, mais tu vas pas te resservir. Ah oui, d'accord. Mais... De la famille, tu veux dire vraiment intramuros, quoi. Ouais. D'accord. Malheureusement, on en a beaucoup discuté entre nous. Après, voilà, on a... y a pas que ça, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai tout pris au premier degré, en fait. T'étais jeune. Oui, en même temps. Ouais, t'es fragile, t'essayes de te construire, tu sais pas trop quitter. Ouais. Et si on te met ça dans la tête, comment réagir autrement en même temps, forcément. C'est ça. Mais là, à ce moment-là, t'as enclenché quelque chose sur la nourriture, t'as
T'as pris des décisions? Ouais. Alors, je suis passée d'un extrême à l'autre. Je suis passée de pas faire de sport du tout, à rester dans mon canapé toute la journée à regarder mes mangas pour fuir, à me dire, OK, bon bah maintenant, il y aura plus de sucre, il y aura plus de coca, plus rien. T'as supprimé des choses. J'ai tout supprimé, ce que j'estimais être mauvais pour toi. mauvais. Ouais. Sans en parler à mes parents, j'ai commencé à faire du sport la nuit. Ah ouais. Mais vraiment, quand je dis la nuit, c'était de 2h à 5h du mat. Je faisais du gainage, des pompes. Mais t'avais quel âge là? J'avais 16 ans. Tu devais être en forme le lendemain pour aller en cours en plus. J'étais un zombie en cours. Ouais. Un zombie, et j'avais quand même ce symptôme de la bonne élève qui voulait réussir, qui voulait avoir les meilleures notes parce que je voulais être aimée en fait. J'étais déléguée de classe, je me disais que ça allait me faire aimer des autres. Et pas du tout. Oui, bah oui. Les gens venaient me demander juste les réponses au contrôle, mais ça te fait pas aimer des gens et au contraire, ça t'éloigne encore plus. Et au début, j'en ai pas du tout parlé parce que je pensais que j'avais le contrôle de la situation. Je me disais, je fais juste un régime. Du sport, tu fais du sport, tu prends soin de toi, quoi. Je voyais que ça commençait à marcher et c'est grisant en fait parce que tu te vois dans le miroir, tu te dis ah punaise, et puis les gens, c'est horrible parce que les gens commencent à te faire des compliments aussi. D'un coup, c'est visible. Donc ça t'encourage. Donc ça malheureusement. encourage les filles dans le vestiaire de sport qui te disent Lise, on voit tes os, t'as un écart entre les cuisses, comment tu fais? Parce que c'était la mode du tie gap en plus à l'époque. C'est quoi? Tie gap? Tie gap. Le trou entre les cuisses. Ne pas avoir les cuisses qui se touchent. Pour ceux qui n'ont pas la ref. La mode des années 2000. Avec les jeans taille basse. Enfin bref, c'était le diktat de la minceur à son paroxysme à ce moment-là. Et ma mère a commencé à remarquer que j'avais perdu énormément de poids. C'est de l'ordre de plus d'une dizaine de kilos en très peu de temps, en fait. Et comme t'es petite, je me permets, parce que je le suis aussi, on fait la même taille. Quand tu perds 10 kilos sur quelqu'un qui fait moins d'1m60, c'est énormissime. C'est déjà beaucoup, mais... Là, sur ta taille, ça devait forcément se voir beaucoup. Oui, la vite vue. Et puis, c'est là où elle a pris une décision, ma mère, qui a tout démarré le processus de soins, c'est qu'elle m'emmenait à la maison des adolescents, donc à Brest. Je pense qu'il y en a d'autres en France. Ça permet de faire une première consultation pour les adolescents en souffrance. Et c'est là où une infirmière a posé le mot sur ce que j'avais. Elle a dit à ma mère, votre fille est anorexique. Et là, elle a dit, elle n'est pas en train de l'être. C'est vraiment, elle est en plein dedans. Il faut tout de suite agir. Tout de suite agir. Tu le savais, toi? Dans ta tête, tu étais anorexique ou... Parce que pour qu'on soit concret, à part le sport et enlever le sucre et tout ce que tu nous as dit, il y avait d'autres choses? Non, alors c'était vraiment sport à fond et supprimer absolument tout ce qui était gras ou sucré. Ça laisse pas grand-chose. Surtout quand tu pars dans des extrêmes. Là c'était. En fait, je me dis, je suis jusqu'au boutiste, mais là je l'ai été, mais pour la mauvaise raison, quoi. Vraiment, mais tu mangeais quoi, par exemple? Une journée type, c'était quoi? Des patates à l'eau, des conserves de légumes. Sans rien avec tout ce qui était à l'eau, quoi, vraiment. Des trucs allégés, rien des fois aussi. Je prenais un tube mais je ne le mangeais pas, ou alors je prenais un plateau au self, mais voilà, pareil, je le reposais, je mangeais rien, quoi, de la soupe, c'est tout, pas grand chose. Et là vraiment tout de suite j'ai été mise dans un processus de soins, donc j'ai pu voir une psychiatre très très rapidement. Ça, c'est une grande chance parce qu'il y a beaucoup de villes où c'est un délai d'attente fou, alors que cette maladie, c'est une course contre la montre en fait. Dès les premiers rendez-vous, elle m'a dit c'est simple, si l'anorexie elle dure plus de 3 ans, ça peut devenir chronique. Donc c'est-à-dire que toute la vie on a des trucs. Et ce trouble alimentaire qui continue de te suivre jusqu'à la fin, quoi. C'est clair. Ça peut vraiment retourner la tête, en fait. Une fois qu'on a pris des mécanismes, et c'est vraiment de l'ordre des tocs, en fait, presque. Oui, parce que ça attaque le cerveau, en plus. Plus on perd de gras, plus moins on arrive à être lucide et à réfléchir, en fait. Et ça devenait des journées marathon où le matin, je faisais du sport. Le midi, j'en refaisais. Je mangeais pas avec les seules personnes que je connaissais, du coup non, j'allais faire du sport. Et le soir
encore. Donc, c'était tout le temps. 3-4 heures de sport. Mais quand ta maman t'emmène dans cette maison des adolescents, t'es OK, toi, avec ça? Ou tu dis, mais non, moi, ça va, je fais du sport, je suis bien. Au régime, je fais du sport, laisse-moi tranquille. Tout va bien. Non, parce que c'est terrible, parce que moi, j'admirais les anorexiques, en fait. Pour moi, je me disais, putain, elles ont de la chance d'être anorexiques. C'est terrible. Quand tu l'as pas, tu te dis, j'avais envie de l'être. Et c'était presque un compliment quand elle m'a dit que j'étais anorexique, parce que ça voulait dire que j'étais mince. J'ai réussi, quoi. Ça voulait dire que j'étais dans ce sorte de cercle... de ce cercle privé des filles minces, et alors que c'est un enfer sur terre en fait, et ce qui a fait que ça a continué, c'est que je me trouvais toujours grosse en fait. Il paraît que quand on est dans cette maladie, c'est une maladie, on a un regard déformant. La dysmorphie. Ouais, c'est ça, hein, exactement. Que tu te vois pas du tout comme tu es. Ah non, pas du tout. Le moindre... On est obsédé par la balance. Dès qu'on peut se peser, dès qu'on prend 100 grammes, c'est une cata. C'est fini. La journée, elle est gâchée. Dès qu'on peut se pincer la peau. En fait, souvent, on a des repères. C'est-à-dire, moi, je faisais le tour de mon poignet avec mes doigts. Je vérifiais si mes cuisses étaient musclées, étaient dures. Je me touchais un peu partout. Savoir si j'étais toujours mince. Et il suffisait que j'arrive à me pincer un bout de peau et ça voulait dire que j'avais grossi en fait. Ou alors si je demandais à quelqu'un mais je suis mince, non, enfin t'as vu que j'ai maigri, et qu'il me disait j'avais pas, s'en fout. Oui, s'en fout. Les gens s'en foutent vraiment. Et du coup j'étais vexée. Je me disais mais t'aurais pu j'ai me pas dire fait que j'avais assez. minci. C'est ça. C'est ça, j'avais envie d'être vue en fait. C'est ça qui est très très, c'est terrible. C'est assez terrible parce que tu dis j'ai envie d'être vue et en même temps tu fais tout pour rétrécir, disparaître. C'est exactement ce qu'on m'a dit. C'est exactement ce que la psychiatre m'a dit. Et j'ai commencé une thérapie de l'ordre de je crois que je la voyais une fois par semaine. Donc là, tu as toujours 16 ans à peu près, c'est ça? Ouais, t'es en là, début de lycée? ça continue même au lycée. Là, j'ai commencé ce parcours de soins. C'était sur des cours, souvent que j'allais la voir parce qu'il n'y avait pas le choix. Donc, j'étais obligée de faire plein de justificatifs médicaux. C'était une galère. J'arrivais en cours, j'étais crevée parce qu'après une séance de psy, t'es vidée. Plus le sport toujours. Le sport. Bah oui. Parce qu'évidemment, ma psychiatre me dit, vous allez pas faire du sport là après la séance. Je dis non. Pas du tout. Non. Et évidemment que oui. Et on ment tout le temps. Alors, je pense que c'est une des maladies avec peut-être l'alcoolisme où on ment le plus. Oui, ou la drogue, toutes les addictions comme ça. C'est ça. On ment même à nos proches, on ment tout le temps. Mais tu te mens à toi-même déjà. Oui, bien sûr. Donc forcément aux autres aussi. C'est ça. C'est ça. Et donc, la seconde se passe sans qu'il y a vraiment d'évolution. Bon, j'arrive à me faire quelques amis. Je passe le bac avec super... mention. C'est ça. Tu cartonnes. Je cartonne parce que j'ai tout donné dans les études. Mais vraiment jusqu'à atteindre ma santé mentale, quoi. Ma mère était inquiète. J'étais d'un stress à me rendre malade. Mais j'avais eu les super scores et à ce moment-là, j'apprends que je suis prise dans la prépa de mes rêves, la prépa pour devenir vétérinaire. Ce qui était a priori une bonne nouvelle. J'ai appris une semaine avant la rentrée que j'étais prise dans la prépa de mes rêves, qui était Châteaubriand à Rennes, qui est une des meilleures. Et donc, mes parents étaient sceptiques, même des profs. J'ai une prof de philo qui m'a regardée dans les yeux, elle m'a dit « Annelise, t'es sûre que tu vas aller en prépa ?» Elle me connaissait, elle voyait mes copies, elle savait que j'étais à fleur de peau. Tu veux dire... C'est un rythme qui est compliqué. C'était fragile. La tout le monde était sceptique pour le mental et non pas sur tes capacités à réussir. C'est ça. C'est parce que j'étais encore très maigre. Et très fragile. Ouais, c'est ça. Toute façon, Mais, mes parents étaient sceptiques, mais ils n'ont pas pu me refuser. Et là, on a tout donné. On a pris un appart très cher. Enfin, on a dû faire un prêt pour prendre un appart, pour payer l'école. Mais moi, j'étais à fond. Je me disais, ça y est, je vais réaliser mon rêve, quoi. Je vais être vétérinaire. Tu vas être à ta place. Je me disais, c'est fini, le cauchemar est fini. Et en fait, malheureusement, la maladie a empiré à ce moment-là parce que je me suis retrouvée toute seule là-bas. Ah oui. Donc tu es partie. Je suis partie. Tu es allée à Brest, tu t'es installée. C'est ça. Et tu étais toute seule, forcément. Toute seule. Et là, la panique, parce que qui dit prépa dit rester assise.
toute la journée pour travailler. C'est un rythme où tu as d'école jusqu'à 19h. Tu bosses à la maison après en rentrant sans arrêt. Là, c'est mettre de côté sa vie pendant 2 ans pour un concours qui est extrêmement sélectif, qui est presque plus sélectif que médecine. Mais du coup, ça voulait dire pas de sport. Ça voulait dire être assise, grossir, etc., etc. Exactement. Et là, en tout cas, dans ta tête. Oui, dans ta tête, bien sûr. Dans ma tête, c'est très vite devenu comme ça. Et là, ça a été, je pense, la pire phase de ma maladie, c'est-à-dire que c'était sport le matin, mais même quand le soleil n'était pas levé, j'allais courir. Je me déjeunais très rapidement, j'allais en cours, donc des cours très intenses. Midi, évidemment, comme en plus j'habitais à côté de l'école, donc c'était re-sport. Et pas des petites séances, c'était des trucs où j'étais au bord du malaise à chaque fois, quoi. C'était pour compenser toutes ces heures que tu venais de passer assise. Je reste assise, donc il faut que je bouge. Ça n'était maladif, même j'ai essayé de me forcer pour les travaux de groupe, mais les filles voyaient que j'étais pas là, quoi. J'étais pas là, et ce qui est terrible, c'est que je me coupais socialement aussi, du coup, parce que personne n'a envie d'être avec une fille qui n'est jamais là aux travaux de groupe, qui ne parle que de poids, de sport. Ça se voyait que j'avais un problème, on va pas se mentir. Je m'endormais en cours aussi. Je me suis fait virer de cours parce que je dormais en cours, et forcément les profs ils comprennent pas, ils pensent que tu leur manques de respect. Oui, normal. Alors c'est juste que t'as la flemme. Épuisée. Que tu détestes, que t'as la flemme. Et le pire du pire, et c'est là où je dis que c'est une maladie c'est un enfer, c'est quand je rentrais chez moi, je prenais une douche glacée parce que j'estimais que ça allait brûler plus de calories. Donc même en hiver, c'était une douche glacée et pas une seule once d'eau chaude, quoi. C'est une torture que tu t'infliges à toi-même tout le temps. Et évidemment, mon corps, il a commencé à lâcher. Je suis montée un matin sur la balance, j'étais à 37 kilos. Donc, et le pire, c'est que ça m'a même pas fait tilt. Enfin, je me suis dit, t'étais contente, toi, de voir ça? C'est terrible, j'étais contente. Et c'est l'infirmière de l'école qui m'a mis un peu le stop. Elle m'a convoquée un jour, elle m'a dit, écoute, là, les profs m'ont parlé, c'est plus possible. Soit on t'aménage un peu l'école et les cours pour que tu arrives à tenir, parce qu'ils voyaient que tu pouvais je continuais quand même je continuais un peu à travailler quand même. Je la voulais, ce truc. Et ça a duré 1 mois avec beaucoup d'incompréhension de la part des autres de la classe. J'ai une fille qui m'a dit, mais c'est n'importe quoi. Tu fais pas l'école comme nous. L'école, c'est des moments où on est interrogé devant le tableau après les cours. Et donc, j'étais dispensée de ça. Évidemment, ça suscite... Oui, mais ils voyaient bien. Enfin, tous les élèves autour de toi voyaient bien que tu pèses 37 kilos, que t'es... Ils sont trop centrés sur eux-mêmes, ils en ont rien à foutre. Personne n'est venu te voir en te disant, Anne-Lise, écoute là, franchement, je te le dis, t'as un problème, il faut s'en occuper, ça va mal finir. Personne? Non, mes proches, oui, mais là, c'était l'esprit prépa. En fait, l'esprit prépa, c'est ça. Chacun pour soi. En fait, soit tu es dans le groupe, tu travailles ensemble et tu travailles pour avoir ce concours, soit tu n'es pas dedans. Soit tu n'y es pas et on s'en fout, quoi. Et puis, ça fait de la concurrence en moins. Oui, ça, et bien sûr, c'est terrible. Mais peu importe la prépa, même avec la meilleure ambiance, ça reste un concours. Donc là, c'était l'enfer parce qu'évidemment, les filles ne comprenaient pas. Et donc, pour elles, tu étais juste... la nana privilégiée, à qui on a aménagé des trucs, la comédie, voilà, exactement, la pleurnicheuse, qui évidemment, parce que c'est une maladie mentale, mais ça se voit, enfin à part la maigreur, il n'y a pas tellement d'autres, c'est une maladie mentale, donc donc l'infirmière te dit, c'est ok, ça. Là Anne-Lise, il y a un problème, il va falloir faire quelque chose. Donc on t'aménage les cours. Et après ça a duré 2 semaines, même pas. Mes parents, on en a discuté. Je leur ai dit, c'est la première fois que je leur ai dit, je n'en peux plus. Après décembre, après les vacances de Noël, je pourrais pas revenir. Et ils m'ont tout de suite dit, ça fait longtemps qu'on attendait que tu nous dises ça. Que tu prennes conscience. Et ça a été, je pense que ça a été la décision la plus dure à prendre de ma vie, parce que c'était laisser tomber mon rêve, quoi. Parce que je savais au fond de moi que j'aurais pas la force de revenir en prépa après et de retenter ce concours. Et c'est ça qui a été terrible, c'est que mon rêve, c'était de soigner les animaux. C'était
ça fait depuis toute petite que je voulais faire ça. J'avais exploré aucune autre voie de métier. Et ça a été terrible de partir et de me dire ok, c'est fini. Mais il y a eu un truc aussi de je lâche prise, quoi. Stop, on arrête tout. Faut t'occuper de toi. Ouais, c'est ça. On arrête tout. On stoppe, on arrête de s'accrocher. C'est dur, ça me ressemble pas de dire ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est dur de lâcher prise quand on a un rêve. Mais là, c'était soit ça, soit je mourais, en fait. Parce qu'il y avait aucune possibilité que tu te soignes et que tu reviennes après. Ça, c'était pas envisageable. Au début, c'était ce qui a été envisagé, mais les dégâts étaient trop avancés, en fait. Trop avancés. Donc là, ça fait combien de temps à ce moment-là que tu souffres d'anorexie, du coup ? Là, du coup, c'était en 2019. Donc, ça fait 4 ans déjà que je me bats. Et 4 ans où il y a des hauts et des bas. En sachant qu'on t'a dit que quand tu étais anorexique pendant 3 ans, après, c'est ça. Donc là, t'as passé le cap. Ça devenait très, très compliqué de se sortir de là. Et puis là, j'avais pas envie quand même de me couper des études. Alors, j'ai passé des vacances de Noël vraiment dans un cocon. Je suis presque redevenue une petite fille, quoi. Il y avait tous mes frères. Alors, c'est à la fois, c'était bien, à la fois, c'était un peu toxique parce que du coup, tout le monde était autour de moi. C'était trop. Tout le monde... et plus j'étais malade et plus les gens venaient autour de moi et me rassuraient. Donc, j'ai pas vraiment progressé dans cette période-là non plus. Mais bon, au moins, mon corps s'est un peu reposé. Ouais. C'est les premières fois où je commençais à dormir le matin un peu plus longtemps, à réduire mes séances de sport. Donc, il y a eu les premiers signes de progrès là, à ce moment-là. Et puis, l'entrée en IUT de biologie. Je me disais, j'ai fait des études un peu de bio, donc je vais continuer là-dedans sans vraiment savoir trop pourquoi. Mais bon, je me disais, je vais pas arrêter l'école parce que c'est se couper socialement. Être à la maison, c'est plus de sport aussi. Ouais. Donc, la psy conseillait pas forcément de s'arrêter totalement. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était pareil. C'était le sport le midi. Le sport le midi avec des dictates, en fait, des habitudes terribles. Courir sur un tapis en pente pendant 20 minutes avec des poids, enfin des trucs, mais maintenant... Tout ce que tu pouvais faire de pire. C'est ça, c'est de la torture, en fait. Ouais, c'est de la torture. Et puis, et pareil, voilà, les remarques des autres, que j'arrivais en tenue de sport en cours, parce que j'étais à la bourre, j'allais à la salle le midi et je retournais en cours après. Et les gens disaient, mais qu'est-ce que tu fais en tenue de sport ? Limite, je prenais plus soin de moi, quoi. C'est terrible à dire, mais là, on est sur un laisser-aller sur tout. C'est humiliant de le dire, mais sur l'hygiène aussi, en fait. C'est parce que ça passe après. Ouais. Tout est derrière. C'est ça, c'était un objectif. Tu te lèves le matin, t'as plus de cerveau, tu mets juste le premier sweat que tu trouves et tu vas à l'école comme ça, comme un zombie et t'écoutes rien parce que... Ah oui, en plus, parce que j'ai oublié quelque chose, c'est que j'ai commencé à être sous antidépresseurs à ce moment-là. D'accord. Mais malheureusement, ça m'a pas trop aidée. J'avais l'impression d'être dans une bulle et dans du coton. T'es cotonneux. Ouais, t'as pas j'étais hors du monde complètement, quoi. Je faisais les cours mécaniquement, mais j'étais à la ramasse. Donc, c'est pareil, hein, les gens, ils t'attendent pas hein, quand tu travailles pas. Et je comprends, moi, je les comprends totalement, les filles qui s'énervaient parce que j'arrivais au travail de groupe, je leur disais, bon, les filles, vous avez tout fini, qu'est-ce que je peux faire ? Et toi, t'avais rien fait. J'avais rien fait. Hyper énervant pour les autres. Non, mais ça, je comprends totalement. Hein, avec du recul. Surtout que c'était pas des amis. Si peut-être c'est ça. Si t'avais réussi à avoir une vraie amitié, quelque chose, et qu'à ce moment-là, tu perds pied, peut-être qu'il y a quelqu'un en face qui aurait été une amie qui t'aurait dit, là, ça va plus. Viens, on discute. Viens, on se pose. Viens, quelque chose. Sauf que là, c'était juste des collègues de fac. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis, c'est des moments extrêmement violents, comme les travaux de groupe. La seule qui n'était pas choisie pour les groupes, c'était pour moi. Ça m'est arrivé de faire des TP toute seule parce que absolument personne ne voulait que je sois dans le groupe. Ouais. Mais aujourd'hui, tu sais, tu comprends. Avec tout le recul, tu dis, c'est normal. Bien sûr. Mais à l'époque, forcément, ça t'aidait pas, ça t'avançait pas. Non, parce que pour me rassurer, qu'est-ce que je faisais ? J'allais faire du sport. Parce que c'était à la fois, c'était pour le physique, et à la fois, j'avoue que les endorphines du sport, c'était mon seul moment de bonheur, et que j'avais des compliments à la salle. J'étais une autre personne. Les gens me disaient, mais t'es trop forte, comment t'arrives à être musclée comme ça, comment t'arrives à...
Et c'est les seuls contacts sociaux que j'avais. Donc, c'était c'est un cercle vicieux qui s'installe. Tu t'es droguée au sport totalement, quoi. Mais 37 kilos toujours à cette période? Ou t'avais repris un petit peu 42. Ok. 42, c'est pas suffisant. Surtout, non, c'est pas suffisant. Non. Tu trouvais que c'était trop à l'époque? Je crois qu'on m'avait un peu retiré la balance à ce moment-là, donc en même temps c'est mieux peut-être. À la salle, les coachs avaient remarqué que je me pesais souvent. Ils ont commencé à me dire t'es mollo. Très bien, commence pas. Ils avaient compris qu'il y avait un truc qui allait pas trop. Et là, ça a été encore la descente aux enfers, et c'est là un peu où vous êtes apparu dans ma vie, en fait. C'est-à-dire alors en fait, donc j'ai rendez-vous avec la psychiatre comme d'habitude un jour, et puis elle me dit écoute, je vais t'interdire le sport. Tu n'auras plus le droit d'en faire, c'est fini. Je vais dire à la salle de ton école que tu n'auras plus le droit d'y aller. Là, c'est stop. Parce que, évidemment, ça faisait des années que je lui disais non, mais je vais ralentir, ne vous inquiétez pas. Elle voit bien que non. Ouais, c'est ça. Elle me faisait monter sur la balance avant chaque séance. Elle voyait bien que ça bougeait pas. Et puis, et pourtant, j'avais vraiment cette envie. J'y croyais un peu. Je me dis, mais je vais manger des cookies, vous inquiétez pas. Ça va aller, je vais manger. Et elle m'a dit comme ça. Et puis là, c'est passé quelque chose dans ma tête. J'ai complètement pété un câble. Je me suis levée. J'ai d'abord attrapé une paire de ciseaux, mais machinalement, en fait. Je lui ai dit, vous m'interdirez jamais le sport. C'est pas possible. Vous pouvez pas me faire ça, en fait. C'était toute ma vie. C'est hyper violent, en plus. Enfin, c'est c'était drastique. Là, quoi. elle était assez drastique, comme si... Et puis évidemment, je l'ai lâché parce que tu te dis, pourquoi j'ai fait ça, je lâche la paire et je m'enfuis en courant dans le parking de l'hôpital. À ce moment, c'était l'hôpital de Beauhardt. Et là, on aurait dit une scène d'un film. Il y a 2 infirmiers qui débarquent, qui me prennent les 2 bras, en fait, qui me prennent de chaque côté des bras et qui me bloquent. Et mes parents étaient là, c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils étaient dans la séance avec, ils étaient témoins. Ouais. Ils m'ont vu partir comme une folle. Ils t'ont vu péter un plomb. Ouais, péter un plomb. Ton enfant, ça doit être quelque chose quand même. Péter un plomb complètement. À ce moment-là, j'arrivais plus à réfléchir, et je crois que ma mère m'a dit, parce que j'ai un peu occulté ce moment-là après. Elle m'a dit, je t'ai vu partir, on aurait dit une poupée de chiffon, quoi. Ils t'ont emmené. T'avais le regard dans le vide, et je sais pas où ils t'ont emmené après. En fait, ils m'ont emmené dans une chambre d'isolement. Donc, c'est une chambre qui est destinée aux gens qui potentiellement sont dangereux pour eux-mêmes. Donc là, tu n'as le droit à rien. Tu n'as qu'un pyjama, c'est tout. T'as pas le droit de stylo, tout est attaché, évidemment. Et t'es enfermé. T'es enfermé sans qu'on te dise rien. Donc, à ce moment-là, j'ai 20 ans. Ouais. Et je me souviens avoir, pendant 2 heures, j'ai hurlé à la mort, quoi. J'ai hurlé au secours. Enfin, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Enfin, je hurlais au secours. Je criais le prénom de mes frères. Je criais. Les infirmiers pétaient un câble parce que c'est. Et puis j'ai fini par m'endormir d'épuisement parce que. Au bout d'un moment, tu vois qu'il se passe rien. Puis en plus, forcément, ils te donnent des médicaments parce que tu risques de te faire mal, tu risques de trop agité. Moi, à ce moment-là, mes organes commençaient à me lâcher aussi, donc je risquais même qu'il y ait un truc, quoi, qu'il y ait une crise cardiaque. Donc, et ce moment-là, en chambre d'isolement, ça a duré 3 semaines, je crois. Waouh, c'est très long. C'est très long. Très, très long. C'est très, très long, et on ne te dit pas quand est-ce que tu sors. C'est ça qui est horrible, c'est quand tu as des visites. Tu as des visites de contrôle, on vient de faire des piqûres, des machins. Et on ne te dit jamais quand est-ce. On te dit ça dépendra du bilan du psychiatre. Et tes parents, tu les vois quand tu es à l'isolement ou pas? Non, j'ai le droit à aucun contact avec mes parents. Wow. D'accord. Donc, les visites, tu dis tu avais droit à des visites quand même, mais pas tes proches? Non, les premières semaines, non. Les médecins, les prises de sang, les trucs comme ça seulement. Non, on est surveillé H24. Il y a une fenêtre sans temps dans la chambre, parce qu'évidemment, qu'est-ce que je faisais? Des pompes dans ma chambre. Ah bah oui. Jusqu'au bout.
jusqu'au bout. J'ai essayé de faire du sport et l'infirmière, elle était pas dupe. Elle disait, voyait. je t'ai vu. Bah oui. Donc, c'était surveillance H24. Et puis, je sais pas comment j'ai réussi à me raisonner un peu à ce moment-là, à voir la psychiatre et qu'on passe une sorte de contrat. Elle a appelé ça un contrat. Elle dit, bon, bah, écoute, on va te sortir de l'isolement. On va te mettre en hospitalisation de jour, parce que j'ai refusé celle de nuit, parce que rester dans un hôpital psychiatrique avec... alors, je veux pas... voilà, moi, je connais pas bien les autres maladies mentales, mais quand t'as 20 ans, être avec des schizophrènes, oui, bien sûr. des gens qui ont Alzheimer ou des gens qui ont des démences, qui pètent un câble aussi pour rien d'un coup, enfin, c'est extrêmement effrayant. La nuit, t'entends des hurlements, tu sais pas d'où ça vient, en fait, mais c'est parce que les gens sont malades. Ouais. Et j'ai réussi à, heureusement, être en hospitalisation de jour. Et cette période-là a duré plusieurs mois. Et qu'est-ce que je faisais, en fait ? J'avais pas le droit à mon portable non plus. J'avais le droit à pas grand-chose, à part faire des tours de parc à Beauvoir, c'est un tout petit parc. Et c'est à ce moment-là que vous étiez dans mes oreilles. Tout le temps. Vous m'avez jamais lâché parce que je vous entendais rire dans mes oreilles. Je vous entendais rire dans mes oreilles tout le temps. Et vous étiez un soleil dans des journées qui étaient interminables. Mais vraiment, qui étaient interminables. Parce que j'avais peur dans cet hôpital psychiatrique. Et je devais prendre des médicaments pour me calmer. Et je me disais, c'est pas moi, je suis pas folle, quoi. Je suis pas folle, je suis juste malade. Et puis entendre ces rires, et même si des fois c'est vrai que la radio ça peut être un petit peu joué ou un petit peu, je sais très bien qu'il y a des moments, mais je me dis putain, j'ai tellement envie d'être comme ces gens-là en fait, j'ai tellement envie de rire et d'arrêter d'être dans cette tristesse profonde, coupée du monde parce que tu peux rien faire. Les premières sorties, c'est très long de les obtenir. Quant à ça, c'est se justifier, c'est être pesé toutes les semaines et le moindre kilo gagné, t'as le droit à des choses, mais c'est dur, quoi. Et vous étiez là, en fait. Et c'est pour ça que c'était hyper important pour moi aujourd'hui d'être là, parce que... Waouh, chouchou. Parce que, vous aviez une énergie solaire qui, en plus de celle apportée par mes proches et de certaines infirmières de Beauvoir que je remercierai jamais assez, parce que c'est des femmes qui ont un quotidien hyper difficile et qui me portaient, quoi. J'ai souvenir j'ai jamais réussi à la retrouver malheureusement parce qu'elle est partie en retraite. Elle s'appelait Christelle, elle travaillait à Beauvoir donc en 2020. Il y a peut-être avec un peu de chance une paillette connaît Christelle. Et elle me faisait des tresses le matin pour que je sois belle, pour que je sois coquette. On a fait des ateliers cuisine ensemble. Pour après apprendre à cuisiner, apprendre le plaisir de manger, parce que ça, c'est extrêmement long. J'ai connu des filles qui avaient la même maladie que moi, qui n'arrivaient même pas à toucher du beurre, qui n'arrivaient même pas à voir des matières grasses. C'était pas possible pour elles. Donc là, c'est réapprendre à vivre, en fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je sois comme Mélanie et Ginger. il faut que je rie, que mes petits problèmes du quotidien soient pas des gros problèmes, que ce soit et puis on s'accroche à ça, en fait, Incroyable. Excuse-nous, hein. Je vous ai mis une petite claque. En fait, ce qui est symbolique, c'est que j'ai donc le 4 mai, j'ai fait un marathon, mon premier marathon, donc en pleine forme avec un poids normal évidemment. Ça t'a pris combien de temps pour remonter un poids que toi t'appelles normal? Il y a eu des rechutes pendant le confinement. Je suis retombée à 40. En fait, en sortie d'hôpital, j'avais réussi à atteindre 43. C'était la limite basse pour être pouvoir OK. sortir. Et c'est encore, j'étais surveillée beaucoup. J'ai failli pas partir en vacances avec mes parents à ce moment-là parce que c'était le contrat. Ouais, c'était la carotte qui... Voilà. Et encore, ça a été dur. J'avoue que j'ai triché certaines séances. C'est terrible d'admettre ça, mais j'ai mis des poids dans mon soutif pour
gagner des kilos sur la balance et pouvoir sortir le plus vite de là. C'est jamais il faut faire ça. Hein. Enfin, si vous le faites et que vous en êtes sorti après, c'est pas grave. C'est ça, mais c'est parce que tu continues à mentir et en fait c'est des mini pas en fait pour s'en sortir. C'est par exemple ma grand-mère quand elle me faisait un gâteau d'arriver à le manger tout simplement. En fait, c'est bête mais non, c'est pas bête, ça va avec cette maladie. C'est tout petites choses. C'est une super victoire déjà, en fait. C'est ça. Ouais. C'est réduire de 10 minutes les séances de sport. C'est arriver à s'asseoir pendant plus d'une demi-heure sans paniquer. Ouais. C'est des trucs, des tout petits petit pas. à petit. C'est réapprendre à vivre, mais complètement, quoi. C'est perdre des habitudes qu'on a pris pendant des années, des tocs. Faire des squats en se brossant les dents, enfin des trucs comme ça, des trucs de fou. Et puis en plus, tu as vraiment grandi avec ça. Ouais. C'est des choses que tu as intégrées pendant des années pour s'en débarrasser. C'est des tocs, des addictions. Et la remontée, en fait, elle est ponctuée de rechutes et de phases où j'ai fait donc, de ce que j'appelle de l'hyperphagie, c'est-à-dire que mon corps a tellement demandé, j'avais faim tout le temps. Donc, je mangeais des assiettes mais gargantuesques, en fait. Mais comme mes proches voulaient que je m'en sorte, et ils se disaient que c'est bien, en fait. Ouais, super. Ouais, bien sûr. Tu passes dans un autre extrême, en fait. Du coup, j'étais malade après certains repas parce que... c'était trop. Ton estomac, mais tu sens pas la satiété. T'as faim, tu manges et 1 heure après, t'as encore faim. C'est ton corps, il sort d'un truc tellement dantesque. Et puis, le confinement, ça a été aussi une épreuve. Hein. Je pense pour tous les gens qui ont souffert de troubles alimentaires, ça a dû être un enfer. Parce que... tourner en rond comme ça. Bah oui. T'étais avec tes parents ? Ouais, heureusement. Ouais. Heureusement, parce qu'ils m'ont mis un cadre très vite, en fait. Parce que voilà, c'était retour. Et sortie du confinement, j'ai remonté la pente parce que j'avais réussi à trouver des amis. Ouais. Ok. Tu penses que c'est ça ? Est-ce que tu as dans ta tête un moment précis où tu te dis là, c'est terminé. Ça y est, je m'en sors. Je veux plus de ça. C'est arrêter de me couper du monde. J'ai rejoint un club de sport qui s'appelle Courir sur Brest, qui ont été juste des amours en fait avec moi parce qu'ils m'ont appris à faire du sport. Pour la convivialité, pour m'amuser. De manière saine. Ouais, de manière saine. J'ai eu la chance de retrouver ce plaisir de faire du sport et de ne pas en faire aussi. Il y a des jours où j'arrive à ne pas en faire. Ouais. Heureusement. Parce qu'il y a la vie, en fait. Il y a juste les contraintes de la vie qui font que des fois, tu n'as pas le temps, tu es fatigué. Et ça, c'est des trucs qui reviennent heureusement après. Et j'ai aussi une association qui, donc j'en profite pour en parler, c'est les Jouelettes du bout du monde. Les Jouelettes du bout du monde. C'est quoi des jouelettes ? C'est un petit véhicule à roues sur lequel est assis un enfant handicapé. Ouais. Et en fait, il y a quelqu'un à l'avant avec des poignées, quelqu'un à l'arrière, et on court sur une distance, donc en poussant cet enfant, et on est leurs jambes en fait pendant tout le parcours. C'est génial. Okay. Mais c'est extraordinaire cette découverte et vraiment ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de visibilité parce qu'ils apportent une joie aux enfants. Et là mais peu importe la raison pour laquelle on est là, on oublie tout quoi. J'ai eu un petit garçon autiste il y a pas longtemps et on l'a entendu rire pendant une bonne partie du trajet et ça a été incroyable. Et c'est sous forme de compétition ou c'est vraiment des balades Alors, on est en même temps que les autres coureurs. Ouais. Donc, on démarre en dernier pour pas gêner les gens parce que malheureusement, il y a des gens qui râlent quand même, qui veulent faire des podiums. Donc... évidemment, la performance. Ouais, c'est ça, la performance. Et on suit vraiment les gens et tout le monde, c'est génial parce que tout le monde nous dit bravo, nous encourage, on est une équipe. Et cette asso, t'as l'impression qu'elle t'a sauvé aussi ? Aussi, c'est plein de petites choses comme ça. C'est le fait de faire du sport pour le plaisir et pour arrêter de se centrer sur soi-même. Ça commence par ça aussi. C'est là, tu penses justement à ce petit garçon autiste que tu as fait rigoler pendant une demi-heure. Je vais arrêter de me regarder là et je vais un peu me sortir de là. Après, voilà, moi maintenant, heureusement, je suis sortie de ces mécanismes-là. Je fais un poids normal qui fluctue suivant les périodes comme tout le monde. Est-ce que tu te pèses encore beaucoup ? Ça m'arrive allez,
une fois par mois, je pense, pour checker, quoi. Ouais. Mais en fait, j'en fais... Comme tout le monde, en fait. c'est ça. Ce moment où on se dit, ah, tiens, je suis un peu serrée, j'ai pris ou pas? c'est ça. Voilà, c'est pas... Mais maintenant, je relativise beaucoup plus. Alors, la seule chose qui reste, c'est que je dois réapprendre les relations amoureuses parce qu'évidemment, je n'ai pas eu de copain pendant toute cette période. Oui, évidemment. Donc là, je rattrape des années que j'ai pas eu. J'ai pas eu d'adolescence. Donc là, c'est des trucs qui reviennent. Et puis, malheureusement, mon corps... alors, j'ai pas de séquelles sauf une, c'est que je n'ai plus de règles depuis 10 ans. Ok. Et que là, il faut que je travaille avec des médecins pour les retrouver parce qu'évidemment, ce n'est pas sain pour le corps de ne pas en avoir. Et voilà, malgré un poids normal, il faut débloquer des choses, il faut toujours se faire suivre. Ça prend beaucoup de temps. Hein. C'est plus psychique, c'est physique maintenant qu'il faut soigner les choses. C'est des séquelles, en fait, de ta maladie, quoi, tout simplement. C'est ça. Ouais. Des séquelles et c'est réapprendre à être une femme, en fait. Et parce que c'est ce qu'on élude quand on est anorexique, c'est qu'on veut pas être une femme, on veut pas... Tu veux pas avoir de forme, non. tu veux pas être... Non, on n'a pas de sein, on n'a pas de fesses, on veut rien du tout. Et encore moins être touché par un garçon, c'est impensable, en fait. On se déteste, donc c'est... Et tu nous disais, t'as fait ton premier marathon? Ouais, avec vous pendant 3h22 dans les oreilles. Incroyable. Mais vraiment dans les oreilles. Ah ouais. J'avais enregistré tous les podcasts dans mes écouteurs. Je m'en étais gardée de côté que pour la course. Et je suis arrivée avec vous dans les oreilles et mes parents qui... c'était un moment incroyable. Mais vraiment, on a une victoire, une vraie victoire. Ouais. Pleurer. C'était ce mois-ci. Donc c'était début du mois de mai. Quoi. C'était un petit marathon de l'Oudéac à Pontivy petit marathon. Marathon, ça parce que c'était pas le marathon de Paris. Ah oui, mais bon, ça reste un marathon, c'est sûr. mais c'était la grosse victoire là sur la maladie et c'est tous les jours c'est une victoire sur cette maladie. C'est qu'à chaque fois que je vais dans un resto, à chaque fois que je fais une Tu travailles dans un resto quand même. Hein. C'est totalement ironique. Hein. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit putain c'est dingue. Quand même, quoi. Fou. Oui, parce que évidemment de base j'aimais manger avant ça. De base j'aimais il y a toujours un truc, je pense que beaucoup d'anorexiques aiment manger de base en fait et c'est ce qui leur cause problème après. Maintenant, c'est génial en fait. Je suis contente que les gens viennent au restaurant. C'est peut-être pour ça que je suis contente de mes journées aussi. C'est trop cool. Est-ce que tu aurais un conseil à donner si quelqu'un nous écoute et est là-dedans ou sent qu'il est en train d'y... Ou qu'il a un enfant qui est en train d'y aller aussi. Voilà, un ami. Hein. Il faut parler, mais vraiment, il faut... engager la conversation, il faut pas minimiser parce que même si votre enfant vous dit je me sens pas bien, je me sens grosse, faut pas dire mais non, t'es très bien comme ça parce que en fait le dire ça confirme déjà ce qu'il pense malheureusement et c'est vraiment prendre au sérieux ce qu'il dit et essayer de se faire entourer par des professionnels parce que le risque c'est que l'enfant ou l'ado ou l'adulte même malheureusement ça arrive à des adultes commence à faire ses régimes, ses programmes de sport en cachette, sur Internet, toi, parce que maintenant, tu as de tout et de rien. Et je comprends pourquoi ton jeune Ginger, on recommande de ne pas avoir des troubles alimentaires pour le faire. C'est impossible, bien sûr. Parce que non, pas du tout. Je comprends que pour des gens qui n'ont pas eu ça, ce soit bien, mais c'est évidemment pour des gens qui sont fragiles, surtout pas. Quoi. Catastrophe. C'est totalement interdit. Hein. Non, c'est parler, c'est voir des associations. Il y en a plein en France. Dans le Finistère, il y a Anorexie Boulimie Finistère. Et parler et voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas et que voilà, on peut faire quelque chose en fait. On peut faire quelque chose pour aider et ne pas minimiser quoi. C'est tout et rester. Pas minimiser parce que tu dis et je suis maman. Hein, je me mets. T'as ta fille ou ton fils qui te dit mais non je me sens gros, je suis pas bien. Évidemment que le premier réflexe c'est de dire mais non t'es très bien. Mais pas du tout, t'es magnifique et c'est normal d'avoir envie de dire ça. Mais il faut pas, il faut dire ok d'accord donc tu viens on parle. C'est comme ça ce qu'il faut faire. Oui peut-être. C'est ça. Pourquoi tu te trouves gros? Voilà c'est ça. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que tu voudrais faire
Et surtout, c'est pas s'isoler, en fait. Si jamais l'enfant veut faire une activité physique, ce serait mieux qu'elle le fasse en groupe, parce que c'est beaucoup plus sain, en fait. Ouais. C'est peut-être éviter les sports que je dis un petit peu à tendance, tout ce qui est fitness, tout ça. Et toutes ces petites salles de sport, quoi. Tant qu'à faire, aller faire du foot, aller faire de la pole dance, aller faire des trucs comme ça. Commencer par ça, ouais. D'accord. Vraiment entrer dans un club. Ouais, voilà, c'est... Waouh. Voilà. Annelise, est-ce que tu as dit tout ce que tu avais envie de dire? Je crois que j'en aurais pour 1 heure encore. Il faudra qu'on se revoie alors. Non, juste merci en fait. Juste merci à vous. Non, c'est nous qui te remercions. Parce que vous avez été mes lumières, vraiment, pendant... et j'ai encore maintenant, hein, vraiment. Je suis pas toujours là sur Twitch, mais... Ça, c'est pas grave. Non, t'inquiète. Mais vous êtes dans mes oreilles. Et merci à mes amis qui sont arrivés en cours de route. Et merci à ma famille. Et mes parents et mes frères que j'aime plus que tout. C'est nous qui te remercions. On est tellement émus d'être tes petites lampes de poche. De ouf. Si on pouvait vraiment rester dans ton sac à dos le plus longtemps possible. Tellement. C'est ça. C'est incroyable ce que tu nous as offert. Ouais. Et bravo pour ton parcours. Bravo de t'en être sortie parce que c'est vraiment une saloperie. Et c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez, mine de rien. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a toujours ce rêve de la maigreur, d'être toujours plus mince, mais c'est le début des problèmes. Et merci d'être venu en parler avec tout ton cœur. Et merci. Pour toutes ces jeunes filles et tous ces jeunes hommes et tous ces gens qui traversent ça, on peut s'en sortir. Et là, tu viens de nous le prouver. Et c'est très important, je pense. Non, vraiment, faut s'accrocher. Merci Bichette. Merci. Beaucoup. Merci Annelise. Merci beaucoup. Du fond du cœur.